Je l'ai dit dans une vieille vidéo, mais Pokémon est l'une de mes licences préférées. Alors comment ça se fait que je n'en ai pas tant parlé que ça jusqu'ici? Eh bien, l'état des jeux et l'ambiance autour a eu tendance à fortement m'affecter, et je ne savais pas comment en parler. Mais cela fait 2 ans que j'arrive à voir un peu le bout du tunnel à ce sujet, et de toute façon, mon amour pour cet univers est trop fort. Du coup, j'ai envie de lancer une nouvelle série de vidéos. Pocréation. Le concept est simple, je vais parler de Pokémon comme je parle de Smash, de choses dans le contexte actuel de la licence qui me gênent, des changements que j'aimerais voir et même créer mes propres Pokémon. Mais pour ce pilote, on va commencer léger. Ça va être une discussion sur le thème des types, la réinterprétation pokémonesque de la magie. Ce sont des RPG après tout. Le nerf de la guerre, 18 attributs élémentaires qui donnent du relief aux Pokémon et aux attaques. Quel Pokémon résiste mieux à quelles attaques, quel type est fort contre quel autre, bref, des choses importantes à savoir pour mieux sortir victorieux des combats. Une facette importante mais qui n'est pas exempte de critiques non plus. On pourrait discuter par exemple des changements pour améliorer leurs propriétés spécifiques et rendre la table des types plus équilibrée. Il y a beaucoup à dire, mais j'ai été un peu biaisé par les vidéos de Camille T, un de ceux qui m'a inspiré pour Procréation. J'approuve tout ce qu'il propose dans ses vidéos et j'aurais pu proposer mes propres changements, mais après coup, je n'ai qu'un seul sujet qu'il n'a pas abordé, et ce n'est pas la peine d'en faire une vidéo. Un short par contre. Du coup, je vais pivoter et parler d'un autre sujet tout de même lié. Les types attribués aux Pokémon en soi. Autant les Pokémon individuels voient leur moveset étoffé, certains spécimens ont droit aux faveurs des mécaniques de gameplay inédites et éphémères de chaque jeu, autant les types qu'ils ont sont quasi immuables. Dernièrement, un autre élément de gameplay introduit dans Ruby et Saphir, les talents individuels de Pokémon précis, ont été remplacés. C'est inédit et peut-être qu'ils vont continuer. Mais changer les types rétroactivement, c'est beaucoup plus spécifique. Ça n'arrive qu'avec l'introduction d'une nouvelle évolution ou type, et jamais autrement. Et la question maintenant c'est, est-ce que la série devrait franchir ce cap? On peut dire beaucoup de choses de Game Freak et de leur choix, mais ils ont une logique. Je ne la connais pas, donc je ne peux pas juger pourquoi ils ne font pas des choses quand ils le devraient. Donc je veux éviter d'abuser du concept de changer les types de Pokémon préexistants. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de faux pas. Par exemple, les 2 premières générations souffrent de beaucoup de fautes de game design attribuables au First Game Syndrome. Et parmi les plus évidents, à mon humble avis, on a la gestion des types Spectre, Dragon, Acier et Ténèbres. Les Pokémon de type Spectre et Dragon sont les 2 plus rares parmi les 151 premiers, n'appartenant qu'à 3 spécimens de la même famille. C'est dommage et le choix est d'autant plus absurde qu'ils ont essayé de créer des dresseurs spécialisés dans ces types. Plus évident encore, quand la 2e génération a introduit les types Acier et Ténèbres, une seule famille de Kanto a vraiment été mise à jour. Ce qui fait un peu tâche, en particulier dans les remakes qui corrigent pas mal de choses, mais qui mettent en évidence qu'ils ne sont pas allés assez loin dès le départ. Et comme pour retourner le couteau dans la plaie, Johto n'a rajouté qu'un seul type Spectre et Dragon respectivement, et c'est sans compter sur des problèmes spécifiques à la région comme le fait qu'ils sont mal mis en avant. Bref, beaucoup de potentiel pas vraiment exploité. Et je suis là pour explorer cette éventualité. On va gonfler les rangs des types qui en ont cruellement besoin parmi les Pokémon de la 1re et 2e génération. Pourquoi ces deux-là ensemble? Parce que Kanto et Johto sont intimement liés et je préfère les prendre ensemble. Ça est un autre problème. Mais on en reparlera plus tard. Je dois expliciter 2 contraintes que je me suis imposées. Premièrement, je ne vais que modifier les types de Pokémon qui existent déjà, pas créer des Pokémon inédits. L'exercice est très différent et donc hors sujet. Et deuxièmement, apporter ces changements comme si j'étais le Game Freak des années 90. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, la 1re et 2e génération ont beaucoup vieilli, de par le nombre d'attaques plus léger qu'à l'actuelle, mais aussi des mécaniques de gameplay désormais obsolètes, comme la différence entre les attaques physiques et spéciales dépendant de leur type. En prenant en compte l'état des jeux de l'époque, je dois choisir le Pokémon de façon à ce qu'il soit cohérent avec ce que le jeu offrait à l'origine. Cela dit, certains changements ont également des ramifications que je me dois d'aborder. Avec tout ça pris en compte, j'ai réfléchi. Réfléchi et réfléchi. Et voici le fruit de cette réflexion. Commençons avec Kanto. J'ai conclu que l'idéal est de faire comme quand le type fée a été rajouté et faire en sorte qu'on ait 3 familles de chaque type en tout dans Kanto, Pokémon canon compris. Au-delà, je trouve que ça ferait forcer et pousserait à faire des choix bizarres. Voilà, tout est dit. Voici tous les Pokémon de Kanto qui mériteraient de recevoir l'un des 4 types les plus rares. Le type Spectre est le type le plus malchanceux de la 1re génération. Certes, Phantominus, Spectrum et Ectoplasma sont iconiques, en partie parce que ce sont les 3 premiers types Spectre, mais ils ne peuvent jamais pleinement profiter de leur type. Si défensivement la rareté du type Spectre leur donne un petit avantage, offensivement, c'est la dèche pour 3 raisons.
Problème numéro 1, dans la première génération, les attaques de type spectre sont physiques. Fantominus et compagnie sont des attaquants spéciaux. Problème numéro 2, leurs seules attaques offensives étaient l'échouille et ombre nocturne, appelée ténèbres à l'origine. L'une a une puissance de 20 et l'autre inflige des dégâts égaux au niveau du lanceur et n'offre donc pas de grosse force de frappe. Et problème numéro 3, dernier et pas des moindres, et ça c'est complètement accidentel, rouge, bleu et vert sont buggés et mal codés, ce qui peut donner des choses rigolotes comme les effets de toxiques qui interagissent avec Vampigraine, tout comme de grosses erreurs comme rendre le type spectre inefficace contre le type psy, alors qu'il devait être super efficace. Oups! Mais donc, il nous faut 2 nouveaux Pokémon pleinement évolués de type spectre. La bonne nouvelle, c'est que Ombre Nocturne étant la meilleure option offensive, c'est surtout elle qu'il faut prendre en compte. Et quel Pokémon pourrait la prendre? Déjà, beaucoup de type Psy, mais en ne comptant pas ceux qui ont des doubles types, on n'a que 2 candidats potentiels. Déjà, Alakazam, il n'a pas la tête de l'emploi. Et l'autre, c'est Hypnomade. Il pourrait, mais... Spoiler, on va reparler de lui plus tard. Mais pas d'inquiétude, il nous reste des options valables. Ainsi, il est temps de parler de mon premier choix, et l'un des plus évidents, Fenard. Il est inspiré du renard à 9 queues, un yokai donc un esprit malin, il est le sujet de nombreuses rumeurs niveau lore, comme quoi il pourrait maudire des gens, et sa préévolution Goopix, qui lui d'ailleurs resterait un type feu simple avant d'évoluer, est trouvable pour la première fois à l'ouest de l'Avant-Ville, le cimetière Pokémon où l'on peut trouver les spectres pour la première fois. Bref, pour ce type feu, ça coule de source. Sur le long terme, niveau gameplay, ce changement lui profiterait bien défensivement, mais aussi offensivement. Lui permettre d'apprendre bas l'ombre et en lui donnant ainsi le stab pour l'attaque châtiment, qui elle fait 2 fois plus mal sur un adversaire atteint d'une altération de statut, ce que Fenard adore infliger, ça l'aiderait pour frapper plus fort avec un autre type que feu des Pokémon qui normalement le résisteraient. Quant à mon autre choix, il s'agit de Parasect. Il est l'évolution d'un Pokémon nommé Paras, un mignon arthropode qui porte sur son dos des champignons qu'il cultive. Mais attention, ils sont basés sur le Cordyceps, le même champignon zombificateur qui a inspiré Last of Us. Parasect perd son libre arbitre et son esprit, ne devenant plus qu'une marionnette de chair au champignon qui a pris le contrôle. Bref, un zombie. Quoi de mieux pour un type spectre? Parasect de base est l'un des Pokémon les plus ignorés de la première génération. Et pour lui redonner un peu d'intérêt, j'ai déjà vu d'autres personnes changer son type insecte-plante en insecte-spectre ou insecte-ténèbres. Pardon? Ouais non, je comprends pourquoi il propose ça. Ces types sont plus rares et le type plante est pire défensivement, du coup on remplace ce type plus problématique. Mais ça n'a aucun sens niveau lore. Encore une fois, c'est le champignon qui prend le contrôle. L'insecte n'est plus. Du coup, ce serait bien plus logique que Parasect garde son type plante, mais perd le type insecte au profit du type spectre. Il passe ainsi de 6 faiblesses dont 2 doubles à 5 faiblesses simples. C'est une amélioration, même si ça le rend encore assez fragile. Choix logique, mais qui a ses limites défensivement, mais aussi offensivement. Dans les premières générations, à part Ombre Nocturne, le type spectre ne lui offre pas beaucoup d'options d'attaque. Griffe Ombre pour coller à ses grosses pinces, Châtiment pour aller de pair avec ses attaques de statut, même si son attaque spéciale est plus faible. Par ailleurs, le type spectre pourrait lui offrir d'autres attaques de statut comme Onde Folie dès la première génération, puis Dépit ou Lien du Destin dans le futur. C'est déjà pas mal pour l'aider pour l'aventure principale, c'est ce qu'on demande. Mais j'aurais aimé aller plus dans le détail parce que le cas de Parasect m'a beaucoup inspiré. Dommage que ça dépasse le cadre de cette vidéo. Alors continuons là normalement et parlons du deuxième type le plus rare de la première génération. Je dis ça sans ordre, hein. À vrai dire, c'est le plus rare. Le type dragon, le type le plus rare de la première génération. Donné en plus à un Pokémon qui a introduit l'archétype du pseudo-légendaire. Un archétype qu'on adore tous, mais qui a ses failles. Le type dragon aussi en avait des failles. Il était spécial, là où Dracolos était principalement un attaquant physique, et la seule attaque dragon infligeait des dégâts fixes. Curieux, n'est-ce pas? Peut-être que tout ça, c'était pour éviter de rendre les dragons trop pétés. Défensivement, ils pouvaient un peu bénéficier de la rareté du type, du coup leur force de frappe aurait été amoindrie. Cela expliquerait leur montée en force à partir de la 4e génération, avec des attaques plus utilisables, au point que le type fée a dû être inventé pour les contrer. Mais revenons à nos moutons, quel Pokémon de la première génération pourrait devenir de ce type et donner ainsi 2 types dragons supplémentaires aux côtés de Dracolos? Eh bien en vrai, c'était couru d'avance. Le premier d'entre eux, c'est Ptera. L'un des 3 fossiles de Kanto est le plus difficile à obtenir, vu que son fossile est bien moins évident que le Nautile et le Dôme.
et un des membres de l'équipe du maître des dragons de la région, Peter. Le type roche-vol deviendrait alors un type roche-dragon, apportant du bon comme du mauvais. Il serait ainsi meilleur défensivement, en gagnant de nouvelles résistances, mais aussi en gagnant de nouvelles faiblesses, notamment contre séisme. Coup dur. Offensivement, il prendrait un petit coup en perdant son ancien stab. Même la troisième génération ne l'aide guère avec Dracogryph vu qu'elle est spéciale. Mais à partir de la 4G, où Dracogryph devient physique et la création de nouvelles attaques dragons physiques comme Dracocharge, Dracoqueue, Abattage, Terra montrera ainsi sa dangerosité. Mais tout de même facile à vaincre. Et l'autre Pokémon que j'ai choisi, forcément, c'est Type-Océan. Avec les chevaux, les hippocampes ont toujours eu cette étrange association aux dragons dans nos cultures, comme en japonais où leurs noms se traduisent en bébé dragon. Et justement, Hippocéan, comme Venalgue après lui, deviennent des types dragons en évoluant. Je suis un peu obligé de l'utiliser pour mon objectif, mais d'une façon bien plus détournée que ce que j'ai fait jusqu'ici. Hippocéan deviendrait un type dragon. Vous n'avez pas l'air de comprendre. Je reformule. En évoluant, Hippocéan ne deviendrait que de type dragon. Il perdrait son type eau. Oui, c'est l'un des plus gros changements de cette vidéo et l'un des plus étranges. Il n'y en a qu'un seul qui l'égale. Et pourquoi j'ai fait ce choix? Pour 3 raisons. Numéro 1, le type eau est l'un des types les plus prolifiques de tout Pokémon, et la première génération en a déjà pas mal. Je pense que le sacrifice du type d'Hippocéan n'est pas dramatique. Numéro 2, encore une fois, en pensant sur le court terme comme si j'étais un développeur, il faut prendre en compte comment le type fonctionne dans le contexte de la première génération. Et le type dragon souffre d'un banc d'attaque efficace pour combattre comme les autres types. Et le plus gros problème que ça engendre est lié ironiquement à ses défenses. Les types dragons résistent au type de départ et au type électrique, mais sont faibles face au type glace et eux-mêmes, avant l'invention du type fée. Et, aux surprises, l'eau n'a que 2 faiblesses, plante et électrique. Il résiste au type glace. Donc en théorie, dragon est la seule faiblesse. Ok. Mais comme il n'y a aucune attaque dragon classique dans la première génération, Hippocéan n'aurait donc aucune faiblesse. Et ça, c'est potentiellement dangereux. Les Pokémon sans faiblesse, c'est complexe à gérer, et il y a beaucoup d'extrêmes. Et autant de nos jours ça passerait, autant dans le contexte de la première génération, conserver son type eau pourrait rendre Hippocéan très cheaté. Faire de lui un type dragon pur lui donne une faiblesse au type glace, ce qui serait déjà ça. Aussi, étant un Pokémon de nageur et de pêcheur, son type forcerait les joueurs à s'adapter durant les séquences de nage et au bord de l'eau pour éviter de trop compter que sur les types électriques et plantes. Et 3, ça permet d'éviter qu'Hipporoi devienne obsolète trop vite. Beaucoup d'évolutions ajoutées à des Pokémon ont perdu en attrait avec l'invention de l'Evolurock, un objet qui double les stats de défense des Pokémon qui peuvent encore évoluer. J'ai pas voulu qu'Hipporoi souffre du même sort et j'ai donc pensé que ce compromis est plus judicieux. Vu qu'ils ont des types différents, l'un ne supplantera pas l'autre. On passe enfin au type introduit dans la deuxième génération qui manque à Kanto. On commence avec le type acier. Résistant à presque 2 tiers des types et efficace contre 2, à l'époque, c'est le type pour ceux qui aiment la défense. En outre, la deuxième génération étant moins buggée que son aîné, les types jouent leur rôle correctement dès le départ. Ainsi, l'ajout de types comme ils l'ont fait avec Magnéti et Magnéton peut se faire tout seul, même si c'est un peu étrange. Après, je comprends un peu pourquoi on n'en a pas eu plus. Aucun ne font aussi machine que Magnéti et Magnéton, même les autres Pokémon plus technologiques. Expliquant également pourquoi parmi les types acier originaux, 2 sont les évolutions de 2 Pokémon préexistants mais qui ont besoin d'un objet spécial. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas impossible de trouver des types acier potentiels. Du coup, j'ai choisi qui? Le premier candidat potentiel est Miaous, ainsi que son évolution Persian. L'un des Pokémon les plus iconiques de la première génération avec Pikachu et les starters. Et il a pas mal d'arguments pour être de type acier. Déjà digne de son inspiration le Maneki-Neko, Miaous est un symbole d'argent et de fortune. Ce lien pourrait donc expliquer un type acier potentiel, un peu comme Mordudor dans Écarlate et Violet, même si lui va encore plus loin comme son corps est fait de pièces. Mais aussi on a quelques Pokémon de type acier qui n'ont juste pas la tête de l'emploi, comme Lucario. Du coup, pourquoi Miaous et Persian devraient-ils être délaissés? Pour moi, il coche suffisamment de cases. Mais cela a 3 implications. Déjà, Miaous pourrait-il être de type acier de base? Pour moi, oui, mais c'est vrai qu'il faut peser le pour et le contre. On le trouve assez vite après l'arène de Ondine, et c'est peut-être un peu rapide, surtout quand on a assez de type normal en début de partie. Mais de l'autre côté, Miaous et Persian restent assez fragiles, et à ce niveau du jeu, Topiqueur commence à apparaître et les Racailloux apprennent ampleur. Je pense que ça l'arrange, mais pas tant que ça, il a suffisamment d'obstacles contre lui. Ensuite, autant avec sa pièce, la connexion pour Miaous est logique.
Mais chez Persian, c'est plus délicat, il a un joyau à la place. On perd un peu l'influence du type acier. Perso, je me dis, autant donner le type à Miaous et Persian l'aura par continuation, et ça devrait passer. Mais ça soulève quand même une question, est-ce que certains Pokémon devraient être redesignés? Je sais que beaucoup l'ont déjà fait, mais personnellement, la grande majorité de ces vidéos, je les déteste. Du coup, c'est quelque chose que je vais traiter avec beaucoup de prudence. Mais du coup, oui, Persian pourrait peut-être bénéficier d'un redesign pour rappeler le type acier. Par exemple, la pièce se multiplierait et il pourrait former des bracelets et des colliers que Persian porte en bijoux. Et pour finir sur une note plus concrète, les formes régionales. Pour la faire courte, certains Pokémon ont évolué différemment dans d'autres environnements hors de leur région d'origine. Et Miaous en a deux, la forme d'Alola et la forme de Galar qui a même sa propre évolution. Du coup, il faudrait changer leur type aussi. Miaous et Persian d'Alola deviendraient des types ténèbres acier, tandis que Miaous de Galar et Berserkat, qui sont déjà de type acier, deviendraient des types acier combat. Pour en revenir aux performances en combat, si Miaous et Persian sont frêles, ils ne sont pas bien forts non plus. Mais avec le type acier, non seulement ça leur donnerait quelques résistances bienvenues, mais aussi un nouveau stab qui en plus va à leur avantage avec des attaques à la base comme griffe acier et queue de fer. Et le futur est encore plus brillant pour eux avec des attaques comme Miroitir ou même Ruée d'or de Gros Magot. Et dans le même temps, on pourrait faire de Jackpot une attaque de type acier. Et enfin, le dernier type acier potentiel, je n'ai pas eu trop le choix, c'est Tortank. Probablement le choix le plus osé. Là, on touche à l'un des 3 starters de Kanto. Mais à bien y regarder, il est l'un des quelques Pokémon de la première génération à pouvoir l'avoir, principalement à cause de ses canons. On sait pas comment ils sont arrivés là et paraissent un peu trop technologiques, surtout par rapport à ce qui venait avant lui. Du coup, faire de lui un type eau acier comme Pingoléon serait logique. Mais lui est seulement lui, comme Tiplouf et Primplouf, Carapuce et Carabas ne seraient que de type eau. Mais ça vient avec un changement très important. Carabaf évolue en Tortank au niveau 36. Avec le type acier, je propose de retarder son évolution au niveau 38. Comme ça, dans l'histoire de Kanto, le joueur de Tortank ne pourra profiter de ses résistances ou immunités au type poison et psy, les arènes aux alentours desquelles il évolue en temps normal, que pour une seule d'entre elles et pas l'autre. Ayant déjà de bonnes défenses, le type acier l'aidera encore plus à bien tanker. Offensivement, c'est plus compliqué. Ses seules options étant griffe acier et queue de fer, il aurait du mal à l'exploiter. Et malheureusement, même chez les attaques de statut, il n'aura accès qu'à mur de fer. Bref, ce ne sera qu'à partir de la 4ème génération que ça sera vraiment réglé, avec Luminocanon, Miroitir, Tête de Fer, Gyroball, Fulmifère pourquoi pas, et même Pression Extrême dernièrement. Mais c'est vraiment compté sur le long terme. Maintenant, l'autre type introduit dans la 2ème génération. Ténèbres. Les roublards face aux valeureux guerriers du type combat, disputant les ombres au type spectre, le pire cauchemar de type psy grâce à leur immunité et leurs attaques super efficaces. Mais aussi terriblement malchanceux à Kanto. Il n'y a aucun des 151 premiers Pokémon qui a reçu ce type. Du coup, on va parler de non pas 2, mais 3 Pokémon qui pourraient l'avoir. Et bonne nouvelle, on a encore assez d'options disponibles. Dans l'ordre où on les trouve en général. Le premier, c'est Arbok. Le serpent évolution de Abo. Parmi tous les types poison avec un seul type, il fait un peu tâche. Il n'est pas aussi résistant qu'eux et il manque de force de frappe. Encore plus comparé aux autres types poison, à part Dardarnian. Lui donner le type ténèbres l'aiderait pas mal en lui donnant une immunité au type psy et en gagnant un stab pour morsure et mâchouille. Il ne serait pas exceptionnel non plus, mais ça l'aiderait. Le deuxième, c'est type nomade, l'évolution de Soporifique, un autre grand oublié de la région. Vous vous souvenez quand je le présentais tout à l'heure pour le type spectre mais que j'ai dit que j'allais reparler de lui? Eh bien je trouve que le type ténèbres lui va beaucoup mieux, surtout quand on lit ses descriptions de Pokédex qui parlent de kidnapping d'enfants. C'est diabolique. Comme avec Arbok, ça le redynamiserait en lui donnant de nouvelles résistances et un nouveau stab. Ça, et il pourrait profiter d'attaques comme poursuite et feinte dès la 2ème génération, et plus tard larcin, sabotage, tricherie, vibre obscur, tourmente à la queue, bref, il a de quoi faire l'hypnotiseur. Et le dernier candidat potentiel pour le type ténèbres est Ossatueur. L'évolution du solitaire Roslet. Celui-là est intéressant parce que la tour Pokémon, le même cimetière où l'on trouve Fontaminus, est l'un des principaux endroits où on peut le trouver. Il aurait pu être un bon candidat pour le type spectre. Et c'est vrai. En fait, il existe même une forme d'Alola qui est de type spectre. Alors pourquoi le type ténèbres? Parce que je trouve que ça va mieux au Ossature original et donne une identité encore plus marquée à celui d'Alola. Bref, c'était juste une affaire de choix et d'organisation. Et mine de rien, ça lui va bien. L'amertume de sa solitude de jeunesse l'ayant rendu plus grognon et violent,
Il pourrait aussi profiter en termes d'attaques de feinte dans la deuxième génération, et puis d'autres attaques futures qui lui vont très bien comme sabotage, punition ou encore centrifugifle. Maintenant, on arrive au chapitre final, Johto. Vous vous souvenez quand je parlais d'un petit problème avec la région qui me poussait à parler d'elle dans cette vidéo consacrée à l'origine à Kanto? Eh bien, je voulais faire pareil avec Johto, mais la deuxième génération ayant introduit les types acier et ténèbres, elle n'a pas de problème niveau diversité de ces types. Non, à la place, elle les rend durs à avoir au point que certains Pokémon de la deuxième génération ne sont disponibles qu'après avoir fini la quête principale. Oups! Mais donc, seuls deux types me préoccupaient pour Johto, Spectre et Dragon, aussi malchanceux qu'en Kanto, et malheureusement, je n'ai pas réussi à accomplir mon objectif avec les Pokémon de cette région. Les identités des Pokémon de la deuxième génération sont tellement marquées qu'il n'y a qu'un potentiel nouveau Pokémon pour les deux types parmi tous ceux qui existent déjà. Et à quoi ça sert de faire une vidéo qui durera le temps d'un short alors que le sujet me tient à cœur? Autant parler d'eux tout de suite. Pour le nouveau Team Spectre de cette région, le choix est simple, c'est Zarbi. Le Pokémon aux 28 formes des lettres de l'alphabet et point d'interrogation et exclamation. Vendu comme très mystérieux et habitant des ruines décrépies, comme s'ils étaient liés à une civilisation disparue. On ne peut pas dire que le type Spectre ne lui irait pas, et avoir un deuxième type avec des résistances supplémentaires l'aiderait, mais de façon très limitée. Oui, Zarbi est connu pour être quasi inutilisable, ne pouvant apprendre que puissance cachée, une capacité très bizarre et pouvoir antique. Et en plus, ses stats sont assez basses, donc serait-il utilisable en l'état? En apprenant Ombre Nocturne et Onde Folie, ça pourrait l'aider, mais c'est pas assez, non, il faudrait quelque chose de plus pour passer de gimmick à utilisable. Mais ça dépasse le cadre de cette vidéo, du coup ce sera pour une prochaine fois. Et pour le type dragon, j'ai choisi Lugia. Un Pokémon légendaire, la mascotte de Pokémon Argent et le champion toute catégorie des Pokémon qui ont un type qui n'a aucun sens. Ce Pokémon déclencheur de tempête qui habite au fin fond de l'océan est de type Vol Psy. Quoi? Apparemment, ils ont fait de lui un type Psy parce que le type était réputé puissant dans les premières générations. C'est vrai? Mais ça n'a pas de sens! Du coup, je propose de faire de lui un type Dragon Eau. Pourquoi? Déjà parce qu'il ressemble à une vouivre, mais aussi parce que ce faisant, il pourrait gagner le type Eau qui lui va beaucoup mieux, tout en conservant la puissance évocatrice que le type Psy était censé lui donner, et sacrifiant le type Vol d'une façon intelligente. Maintenant, la vraie question concerne son attaque signature Aéroblast. Vu qu'il a changé de type, elle devrait aussi. Mais du coup, pour lequel? Bon, déjà, on peut changer le thème de l'attaque en quelque chose comme Tempête Blast par exemple, pour conserver l'idée de vent tout en le reliant à son nouveau type. Mais du coup, soit on la rend de type eau, ce qui permettrait de conserver sa puissance originale tout en étant résisté par suffisamment de Pokémon, soit dragon, ce qui lui donne une option d'attaque unique pour l'époque, mais dont il faudrait réduire la puissance pour être sûr qu'il ne devienne pas trop pété. Alors évidemment, ça pose un peu problème ces deux choix. On a un légendaire quasi inaccessible pour 80% de l'histoire principale, et de l'autre un Pokémon gimmick qui aurait besoin d'autre chose avant de vraiment être utilisable. Ce qui fait qu'on ne peut pas augmenter le nombre de Pokémon Spectre Dragon parmi les canons. Du coup, je ne peux pas prolonger cette vidéo davantage. Pour la prochaine vidéo, je franchirai ce cap. On partira sur la création de ces nouveaux Pokémon dans la continuation du thème de cette vidéo. Des idées de nouveaux Pokémon pour les régions de Kanto et Johto qui pourraient coller à la deuxième génération et qui permettent de gonfler un peu plus le Pokédex de la région et combler quelques petits vides de type. Un peu fanfic comme idée? Oui, mais c'est le fun du concept. Et je ne fais que commencer. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire gentil ou une critique constructive à faire, la section commentaires est ouverte. Si mon futur contenu vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Vous pouvez également me retrouver sur les autres réseaux sociaux affichés à l'écran. Quant à moi, je vous dis à la prochaine!